Bonjour à tous. Salutations à Arié, qui est notre grand invitant et grand organisateur d'Elnet pour ses tâches tout à fait exemplaires, à la fois d'action et de pensée. L'époque est aux masses, compacte, en foule ou en levée de troupes, ou bien sérielle, campée derrière les ordinateurs ou devant les téléviseurs. Il s'agit d'un changement de paradigme politique qui s'est établi au tournant et à mesure des développements du mode de production industriel du capitalisme en extension. Un l'avait identifié au plus serré José Ortega y Gasset dans sa Révolte des masses, parue en 1929. Un autre en fit le relevé conceptuel après la Seconde Guerre mondiale avec son œuvre principale, Masse et puissance, parue en 1960. Il s'agit d'Elias Canetti. Un troisième, historien de l'art, Erwin Panofsky, à l'encontre des standards de la doxa calendaire des historiens mainstream, situe, lui, à ce moment-là, celui de l'essor industriel et de l'émergence des masses, le déclin, sinon la fin, de l'esprit de la Renaissance. Cet esprit qui accompagna le travail de culture, qui fonda la consistance de ce qui a pu être justement nommé civilisation européenne, celle admirée jusqu'à la mythification parfois par Stefan Zweig, celle qui postula à l'émergence d'une aristocratie de la culture et de la connaissance, de la raison et de l'éthique de la liberté, en défi de préséance à l'aristocratie sociale du régime politique, et en distinction des multitudes plébéiennes et compactes. Cette apparition de l'entité de la masse est constitutive du paramétrage de ce qu'on appelle la modernité. De celle-ci, elle en est aussi le défaut originel, par lequel se sont dévoyées ou ont échoué toutes les promesses dont elle se justifiait, offrir l'époque de la Renaissance à l'ensemble des peuples des temps modernes. La démocratie s'est loupée en démocratie de masse, un syntagme dont on ne mesure pas chaque fois qu'employé combien il est oxymorique, pris dans les mâchoires clientélistes des partis politiques. L'éthique du bien dire et de dire le vrai a muté dans l'ordre des discours de l'humain. La publicité, la réclame, la harangue, la propagande sont devenues les formes standards d'un style narratif qui entretient cachexie de langagière, anomie lexicale et éléments de langage, saturé de métaphores frelatées, éculées, faisandées, comme l'observait George Orwell. Quant aux médias, leurs véhicules et leurs amplificateurs, pompe aspirante et refoulante d'informations, selon la définition du sociologue Gabriel Tarde dans son étude sur l'opinion, ils occupent la place de librettistes et maîtres de chant de la doxa publique et de directeurs de ballet des déplacements acéphales des masses. La guerre elle-même a basculé. Des lois pluricivilisationnelles de son bornage, encore synthétisées et reformulées par Clausewitz en théorie de la violence raisonnablement employée, selon la définition du philosophe Eric Weil, pour la guerre totale, guerre d'anéantissement, tueuse en masse, théorisée par Ludendorff, chef d'état-major allemand au cours de la Première Guerre mondiale et cofondateur du parti nazi avec Hitler après celle-ci. Guerre totale, Total Krieg, qui nomme tout à la fois la levée en masse de toutes les populations militarisées par l'État et la guerre faite aux populations adverses sans distinction entre civils et militaires, entre combattants et non-combattants. Ypres, Verdun et la Somme furent les toponymes premiers de la mort en masse sur les champs de bataille. Mais encore, guerre totale de la mobilisation de tous les savoirs scientifiques à la performance de destruction militaire. Et guerre totale de la manipulation propagandiste des mensonges de guerre, les fausses nouvelles, comme on disait à ce moment, est revenue anglicisée en fake news aujourd'hui. Elles suscitèrent la réflexion sur ce désastre de l'historien Marc Bloch dans son essai intitulé « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre après la Première Guerre mondiale ». Et nous devrions encore y relier et associer l'émergence des attentats massifs commencés au début du XIXe siècle contre Bonaparte et développés dans cette direction lors de la vague homicide des attentats anarchistes ou nationalistes au dernier quart du XIXe siècle, ainsi que l'installation
du système concentrationnaire au cours de la Seconde Guerre du Transvaal, enfermant par dizaines et centaines de milliers des populations civiles à Gers, et enfin le premier décret d'extermination de masse contre les Herero et les Namas en Namibie entre 1904 et 1908 sous domination allemande. Les systèmes totalitaires qui ont émergé dans la modernité comme forme inédite, insoupçonnée des grands classiques de la pensée politique fondatrice dans l'Antiquité, en sont l'écho et le produit. Un au-delà de la tyrannie et du despotisme que la philosophie politique dans les époques anciennes avait consigné dans ses nosographies inaugurales des symptômes du politique. L'inédit de ces systèmes s'inscrivent dans ces linéaments d'effondrement que je viens de citer. Les avertissements n'avaient pas manqué, d'André Suarez à Anton Siliga, d'Ernst Bloch avec son héritage de ce temps, journal philosophique de la montée du nazisme, au viol des foules par la propagande politique de Serge Tchakotin. Une ligne de fracture qui est une ligne d'affrontement traverse depuis les sociétés contemporaines somnambules. Une guerre s'y produit. Une guerre de basse intensité mais de haute performance. Une guerre dans laquelle mensonges, théorie du complot, mépris de la vérité, actes de terreur erratique prépositionnent des défaites sans excessive conflagration. Elle traverse la planète et ses différentes régions civilisationnelles. Et nous ne voulons pas le savoir. Le délitement de l'impératif de la vérité, les négligences et les lâchetés, voire les complicités devant les démembrements de paramétrage civilisationnel, participent de cette guerre menée à distance, mais dont le champ de bataille est notre paysage cognitif de routine. C'est de cette guerre-là dont Richard Landes, notre invité du jour, va nous entretenir. Nous lui devons déjà quelques trouvailles lexicales qui balisent de sens pertinent nos efforts de décryptage du contemporain. Ainsi de Pallywood, qu'a évoqué Sarah en commencement, en connotation de l'Hollywood californien et du Bollywood de Mumbai. Ainsi, qualificateur, afin de bien désigner le projet politique générique et l'agenda des djihadistes. Une création lexicale qui nomme de quoi il retourne et qui a le mérite peut-être aussi de nous sortir de ce dodelinement d'un pied sur l'autre entre l'emploi du mot musulman et celui d'islamiste quant à l'évaluation de leur mésusage en trait de stigmatisation essentialiste. Et enfin, celle de guerre cognitive, une notion prometteuse dont il va jeter les premiers jalons maintenant. Richard Landes, que nous sommes donc très heureux d'accueillir dans les ateliers républicains d'Elnet, est historien, médiéviste, diplômé de Harvard, Princeton et de l'École normale sup de Paris. Pendant les années 80-90, il mena ses recherches sur les mutations sociales et possiblement politiques créées par les mouvements millénaristes, par l'approche du jour du jugement et leur incidence. Il a enseigné au département d'histoire de l'Université de Boston durant 25 ans. Autour des années 2000, il a entrepris la création d'un centre d'études millénaristes. Il a publié de très nombreux ouvrages, notamment aux presses universitaires de New York, de Harvard, d'Oxford, dont, entre autres, Le paradis sur Terre, les différentes formes d'expérience millénariste, et Tant que Dieu tardait, échec d'espoir millénariste de Jésus à la Pax Dei, 33 à 1033. Il travaille actuellement un livre sur le tournant du troisième millénaire. Aujourd'hui, il met sa réflexion en premier lieu sur le djihad mondial, à partir de ses propres objets de recherche, à partir de ce qu'il a pu étudier des mouvements millénaristes. Une approche et un éclairage inhabituels, peu entendus, qui vaut d'être écouté. À toi, Richard. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça va marcher. Je vais à un certain moment changer pour vous montrer un PowerPoint presentation. Mais pour commencer, d'abord, j'aimerais exprimer ma gratitude envers Gérard qui m'a poussé à m'exprimer en français, qui n'est pas ma langue maternelle. Et en fait, ça m'a fait penser à des choses que peut-être en anglais, je n'aurais pas vues. Donc, merci beaucoup Gérard. Et voici les fruits de cet effort.
La guerre cognitive est le ressort des faibles dans une guerre asymétrique. Il s'agit de convaincre ceux qui sont de loin les plus forts de ne pas employer leur force supérieure. Elle est en quelque sorte le verso de la propagande de guerre. D'un côté, comment inspirer ses propres guerriers à s'attaquer, à vouloir détruire son ennemi. Au verso, comment manipuler le plus fort pour qu'il permette aux plus faibles de se replacer, souvent au cœur de l'ennemi. Le cheval de Troie est la première victoire attestée de guerre cognitive. Les Maccabées, des Maccabées au Viet Cong, la guerre cognitive était le but principal des guérillas, c'est-à-dire convaincre le vainqueur, souvent une force impérialiste, de quitter son propre pays. Mais la guerre cognitive la plus difficile, la plus audacieuse et donc la plus complexe est une guerre d'invasion de la part d'un petit groupe plus primitif qui essaie d'envahir une société bien plus développée en convainquant la culture plus sophistiquée de ne pas se défendre contre l'invasion. Et quand j'exprime ça, souvent les gens me disent mais c'est impossible, qui pourrait être aussi con pour laisser ça, pour que ça se passe. Au cours de la dernière génération, par contre, un mouvement apocalyptique que j'appelle les caliphators, et juste pour vous aider à savoir ce que je veux dire par, attendez, mes termes techniques au sujet de l'apocalypticisme. Attendez maintenant, est-ce que je peux trouver mon texte? Oui, voilà. Hello. OK. Et au cours de la dernière génération, un mouvement apocalyptique que j'appelle les caliphators a démarré une guerre extrêmement asymétrique de conquête de l'Occident. En 1980, c'est-à-dire selon les calculs musulmans, 1400 ans depuis le Hajj, et donc dans la tradition musulmane depuis les premiers siècles, la fin de siècle peut apporter des changements fondamentaux et même le Mahdi. Une espérance millénariste a pris forme et corps en islam. L'idée que ce nouveau siècle, c'est-à-dire de 1400 à 1500, ou pour nous de 1980 à 2076, le califat universel, le but de l'islam djihadiste, sera établi. Là, pour prendre une paraphrase de Freud, là où il y a le Dar el-Harb, c'est-à-dire le royaume de l'épée, la guerre où les infidèles sont libres, et donc des harbis, c'est-à-dire voués à l'épée, il y aura, là où il y a Dar el-Harb, il y aura Dar al-Islam, le royaume de soumission de la charia. Cela voulait dire surtout la conquête de l'Occident. J'appelle ces adeptes d'une croyance qui, comme l'a dit le président des États-Unis, Barack Obama, presque médiévale, je les appelle des caliphators. Et c'est en fait une croyance millénariste tout à fait qui se trouve très souvent au Moyen-Âge et parmi les chrétiens et parmi les musulmans. Pendant 20 ans, cette vision millénariste, c'est-à-dire de 1980 à l'an 2000, cette vision millénariste de la conquête du monde produit des mouvements de caliphateurs et parmi les chiites, c'est-à-dire l'Iran de Khomeini, le Hezbollah au Liban, l'armée du Mahdi un peu plus tard en Irak, et parmi les sunnis, le Ikhwan, c'est-à-dire les frères musulmans, Hamas, Al-Qaïda, Hizb ut-Tahrir.
nourri par les visions d'un combat final entre les bons djihadis et les mauvais zionistes et croisés, ces croyances se sont propagées au XXe siècle en adoptant les techniques de millénaristes apocalyptiques protestants aux États-Unis, c'est-à-dire des pamphlets avec des bandes dessinées, des enregistrements sur bande, des exégèses bibliques qui auparavant ne se trouvaient jamais dans les écrits apocalyptiques islamiques. Mais au XXe siècle, en exploitant les capacités exceptionnelles de l'Internet. Les qualificateurs sont parmi les plus adeptes à employer l'Internet pour recrutement, etc., très, très sophistiqué. Parmi les plus avides de ce discours, le Hamas étaient aussi les créateurs de la nouvelle arme terrible du djihad moderne, un double blasphème dans l'islam traditionnel, mais un sacré dans le temps apocalyptique, c'est-à-dire les opérations martyrs, mieux connues chez leurs victimes comme terrorisme suicidaire. À maintes reprises pendant ce temps, les qualificateurs ont exprimé leur haine aux pays occidentaux et leurs intentions de les vaincre. Tout haut, ils ne l'ont pas caché. En 1995, donc 3 ans avant que Bin Laden déclare formellement le djihad contre les États-Unis, Youssouf al-Qaradawi, cheikh de l'Ikhwan, prêcha devant des jeunes musulmans aux États-Unis que par le dawa, c'est-à-dire la convocation à la conversion à l'islam, les démocraties seront vaincues. Par dawa, il voulait dire guerre cognitive, c'est-à-dire guerre de conquête non violente. Au début, c'est-à-dire de 1980 à 2000, les djihadis, ceux qui faisaient la guerre kinésique réelle, ne frappaient que dans leur propre terrain. Les Russes en Afghanistan et Tchétchénie, l'ambassade américaine à Téhéran et aussi à Dar es-Salaam, les troupes israéliennes et américaines au Liban, les infidèles voisins chrétiens et animistes au Soudan et en Nigérie et bien d'autres endroits. Comme l'a dit Huntington en 1995, l'islam avait alors des frontières sanglantes. En Occident, les qualificateurs se limitèrent au recrutement, surtout dans les universités, où les choses prenaient forme dans les années 80, surtout en Angleterre. Il faut lire les 2 livres de Majid Nawaz et Ed Hussein au sujet de leurs expériences étant radicalisées précisément dans ces années. Mais dès le tournant du siècle millénium en 2000, les qualificateurs ont commencé à faire la guerre directe contre les hégémons globales, les nations séculières, les démocraties. C'est quand même incroyable, étant donné que les armées modernes, y compris les plus petits, par exemple Israël, ont pu vaincre les troupes musulmanes à toutes les reprises depuis 1798 et la campagne de Napoléon en Égypte. Comment imaginait-il gagner une guerre kinésique contre l'Occident? Mais les attaques spectaculaires, et surtout le 11 septembre, n'étaient que, comme la blague au sujet du dresseur non violent des ânes, la raclée violente sur le crâne au début, n'est que pour commander l'attention. Tout le vrai travail se ferait, au moins au début, dans le théâtre de guerre cognitive, le dawa. Et sur ce plan, il faut avouer, les qualificateurs ont eu un succès énorme sur tous les plans. Et ce succès correspond directement à
est l'inverse de la faiblesse démontrée par les soi-disant défenseurs de l'Occident, les leaders de notre clergé moderne. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. De nos leaders, de notre clergé moderne, les professionnels de l'information, c'est-à-dire universitaires, chercheurs, journalistes, penseurs publics et diplomates, qui auraient dû s'élever précisément à ce moment d'attaque et défendre leur société libre, mais qui sont devenus, au contraire, profondément déboussolés, à la fois moralement et empiriquement, face aux désinformations cognitives des qualifators. Cette présentation fera le bilan des stratégies qualifators et leur taux de succès face aux forces démocratiques. On pourrait croire qu'un mouvement profondément médiéval dans ses valeurs, c'est-à-dire dominateur, misogyne, hiérarchique, tribal, anti-égalitaire, inquisitionnel, ne pourrait avoir aucun succès sur le plan cognitif, c'est-à-dire moralité, valeur, connaissance, contre les pays les plus sophistiqués et au moins selon eux les plus évolués du monde. Et c'est certainement là la réaction presque universelle des Occidentaux lors de la fin du XXe siècle, quand ils entendaient les alarmes de gens avertis. Si on lit les livres au sujet du futur publiés dans les années 80 avec des titres tels que Le monde en 2020, la France au nouveau siècle, le développement économique et social au seuil du XXIe siècle, etc., etc., on trouve aucune mention de l'islam ni du djihad. Au maximum, on trouve des petites allusions aux problèmes d'immigration. Même ceux qui étudiaient le phénomène pensaient que la lancée djihadiste de 1980 s'était épuisée. Gilles Kepel titra son livre publié en 2000 à ce sujet, Djihad, expansion et déclin de l'islamisme. Quand il l'a refait, quand la traduction anglaise est sortie 2 ans plus tard, il a changé le titre, mais n'a pas vraiment repensé sa thèse. Et pourtant, à partir de la fin de l'an 2000, tout bascule. Le phénomène inaperçu et méconnu éclate sur la scène sans que l'Occident s'en aperçoive au début, pendant que l'Europe dormait, comme dit le titre du livre de 2006 de Bruce Bauer, non traduit en français, et puis avec un éclat spectaculaire le 11 septembre. Une fois la guerre asymétrique déclarée de façon si dramatique, l'Occident répondit par une série d'erreurs fondamentales qui systématiquement donnaient l'avantage aux attaquants. On peut faire somme des folies par la formule largement répandue et sous-entendue chez les penseurs occidentaux, quand les djihadistes attaquent à des démocraties, surtout accuser les démocraties. Faisons un exercice d'imagination. Si au début de l'année 2000, quand il n'y avait que quelques milliers de croyants qualifateurs, la plupart qui se trouvaient dans des caves en Afghanistan et parmi la garde révolutionnaire en Iran, si l'un d'eux avait formulé une prière pour le succès de leur guerre cognitive invraisemblable contre l'Occident, il se serait exprimé peut-être de la façon suivante. Il aurait invoqué Allah. Oh Dieu, prépare les fidèles pour leur soumission. Donnez-nous des ennemis qui nous aident à déguiser nos ambitions, même nos actes de guerre, les aveuglant au déploiement de nos forces contre eux. Des ennemis qui accepteront ceux parmi nous qui luttent par le dawa en tant que modérés, qui n'ont rien à faire avec les extrémistes violents, qui eux n'ont rien à faire avec l'islam.
qu'il les recrute comme conseillers et consultants de renseignements de sécurité et de relations communautaires. Donnez-nous des ennemis qui s'attaqueront vigoureusement à tout le monde, y compris des musulmans vraiment modérés, qui critiquent notre islam triomphaliste et qui les accuseront, les critiques de l'islam, de l'islamophobie. Donnez-nous des ennemis qui nous aident à répandre dans le monde notre narratif apocalyptique, que l'Occident cherche à détruire l'islam et que les États-Unis et Israël sont les deux Satans, c'est-à-dire les antichrists de ce combat final, ainsi adaptant nos ennemis comme les leurs. Donnez-nous des ennemis qui croient que, à part une minorité minuscule, la vaste majorité des musulmans sont modérés et pacifiques, que nous sommes une religion de paix. Donnez-nous des ennemis qui justifient notre terrorisme comme résistance et dénoncent toute violence en leur propre défense comme terrorisme. Donnez-nous des ennemis qui, quand on attaque les démocraties, culpabilisent nos cibles. Donnez-nous des ennemis qui respectent la dignité de nos croyances et en même temps que nous méprisons les leurs. Donnez-nous des ennemis qui croient que quand nous invoquons les droits de l'homme pour défendre les djihadistes et pour les attaques, qui nous croient. Donnez-nous des ennemis qui nous croient quand nous invoquons les droits de l'homme pour défendre les djihadistes et pour nous attaquer à eux. Donnez-nous des ennemis qui introduisent notre rue menaçante au cœur de leur ville capitale. Et que ceux qui se comportent ainsi jouent un rôle principal dans la sphère publique des sociétés qu'on cible. Si la demande était de taille, que l'Occident se comporte comme des idiots utiles, infidèles à long terme, une nef de fous jusqu'à la fin du voyage, l'Occident était pourtant à la mesure du défi. La bêtise des leaders occidentaux a exaucé presque toutes ces demandes. Nous avons comblé de succès la campagne cognitive des qualifateurs. En effet, ce n'est pas qu'en 2000, les djihadis effectuent des grands actes de terreur, comme le 11 septembre, mais que tout à coup, les populations d'immigrés, déjà rétives, surtout en Europe, sont devenues plus ouvertement agressives. C'est l'effet du journalisme de guerre meurtrier pro-palestinien qui eut effet d'importer le conflit israélo-palestinien, comme c'est appelé à tort, c'est plutôt le conflit juif autonome contre islamistes triomphalistes, dans les premières années du nouveau siècle. L'Europe, mais surtout la France, vit s'amplifier une rue musulmane de manifs violents, des attaques contre les Juifs, des prières publiques à grande échelle dans les boulevards, des émeutes, des écoles qui débordaient de langage violent, antisémite, des profs menacés. Et face à cela, on s'est plutôt soumis. Prenez comme symbole de l'écroulement des valeurs. Attendez, voilà. Comme écroulement, l'écroulement des valeurs républicaines et progressistes en espace public. Le 6 octobre 2000, des musulmans enragés par le fake news au sujet du petit Mohamed Al-Doha, ont déferlé un drapeau qui comparait, à l'aide de ce récit meurtrier, les Israéliens aux nazis. Et pour la première fois depuis la Shoah, on entendait dans une capitale de l'Europe les cris de mort aux Juifs. Et ni les co-manifestants de gauche, ni les journalistes qui s'y trouvaient ont émis le moindre proteste. Le pire des Moyen-Âge était en train de gagner. 15 ans plus tard, lors de la campagne d'Israël contre Hamas à Gaza, les manifs à Paris répètent ces cris odieux pendant des heures
de suite, débouchant finalement sur des attaques contre communautés juives. Entre autres, dans le but de cette présentation, je vais regarder de près 3 des éléments qui ont le plus contribué au succès de nos ennemis dans une guerre que, si on était resté fidèle aux principes qui ont fondé nos démocraties, on aurait plutôt gagné. Numéro 1. La gauche adapta un aspect essentiel du méta-récit apocalyptique des califateurs, récit qui par ailleurs prévoit la conquête de l'Occident et à partir de là fit alliance explicite ou implicite avec eux. Voilà. Ça, c'est mon favori. Attendez. OK. Et cette adaptation d'un méta-récit, et il y a une certaine, disons, ironie là, parce que c'est précisément la pensée de Lyotard et les postmodernistes qui rejettent le méta-récit occidental et en substituent un récit médiéval plutôt que de rester dans l'agnose difficile qu'on cherchait. Il faut dire que Lyotard et les autres Derrida ont adopté la position postmoderne au sujet du méta-récit parce qu'ils rejetaient non seulement celle de l'Occident, mais celle des nazis et des groupes totalitaires. Et voilà qu'au XXIe siècle, on est en train d'adopter non seulement un méta-récit totalitaire, mais de nos ennemis. Surtout, ils ont adopté l'antichrist et djihadi, pour eux ça s'appelle le Dajjal, c'est-à-dire ce que le régime iranien appelle le grand et le petit Satan, États-Unis et Israël. Et là, vous avez ce poster qui était en 2003, c'est le même jour même où il y a eu une grande manifestation de presque 2 millions de personnes à Londres, une grande manifestation à Paris, vraiment partout dans le monde, c'était le comble du mouvement dit anti-guerre ou de paix. J'ai même un copain qui m'a envoyé un email parce que en l'an 1000, il y a un mouvement qui s'appelle le Pax Dei et c'est ce que j'ai étudié. Il a dit, c'est un mouvement de paix même plus grand que ce qui se passait à ce moment-là. J'ai dit, si tu appelles ça un mouvement de paix, bonne chance. Alors, ils ont adopté Donc, quand les califateurs ont fait leur premier assaut à l'intérieur des démocraties, la gauche a pris parti des califateurs et contre leur propre démocratie. Le premier des 2 assauts, c'était contre le premier des 2 assauts contre les 2 Satans, c'était en Israël en 2000, premier pays à être la cible d'une pleine campagne d'attaques suicidaires contre les citoyens d'une démocratie. J'en reviendrai en parlant de la presse. Ensuite, c'était le tour des États-Unis le 11 septembre. La réaction en France, par exemple, après un bref moment de lucidité morale, nous sommes tous des Américains, disait Le Monde, le même journal publia les divagations échevelées de Baudrillard, car, et là je cite Baudrillard, car c'est elle, l'Amérique, qui, de par son insupportable puissance, a fomenté toute cette violence infuse de par le monde, et donc cette imagination terroriste, sans le savoir, qui nous habite tous. Que nous ayons rêvé de cet événement, que tout le monde, sans exception, ait rêvé
parce que nul ne peut pas rêver de la destruction de n'importe quelle puissance devenue à ce point hégémonique. Cela est inacceptable pour la conscience morale occidentale, mais c'est pourtant un fait. À la limite, c'est eux qui l'ont fait, mais c'est nous qui l'avons voulu. Bien sûr, pas tout le monde était d'accord. Il y avait même ceux qui s'opposaient vigoureusement. Les attaques califateurs en Israël et les États-Unis ont inauguré, mais par contre, ces attaques ont inauguré en Europe et dans pas mal de coins universitaires d'Amérique une vague d'antizionisme, antisémitisme et anti-américanisme féroce dont Nidra Pollaert en fait la chronique. Une vague, on pourrait dire, écuménique dans son dédain pour les deux supposés Satans. En 2006, Judith Butler, théoricienne critique par usurpation, affirma ce qui ne peut qu'être le comble de l'anti-impérialisme des imbéciles. Attendez, j'ai une bonne illustration de, voilà, l'anti-impérialisme des imbéciles. Ça, c'est, faut le dire, en 2008, lors de la convention démocratique à Denver, Colorado. L'anti-impérialisme des imbéciles, que le Hamas et le Hezbollah faisaient partie intégrale du mouvement progressiste global, ainsi incluant dans son mouvement radicalement impérialiste et pacifiste les pires des impérialistes du monde, des impérialistes profondément hostiles à toutes les valeurs progressistes. Et ceci à l'encontre de tout ce que la pensée critique a pu produire de lucide analyse, voire Taguieff, Trigano, Rabinovitch. 2. Les grands médias ont adopté un journalisme de guerre jusqu'alors inédit, celui de faire passer la propagande de leurs ennemis en tant qu'actualité. Un journalisme, en anglais on dit own goal, c'est un but contre son propre camp, un journalisme de guerre à but contre soi. Ils étaient comme si c'était embedded chez l'ennemi sans le savoir. Ceci débuta à la fin de l'an 2000 quand les grands médias occidentaux ont disséminé en tant qu'actualité fiable les productions de la propagande palestinienne, surtout Charles Anderlin et l'histoire de petit Mohamed Daldoa. Ce journalisme meurtrier par complaisance et complicité, atteint un sommet avec la première campagne d'une armée démocratique contre les djihadistes employant la nouvelle arme terrible d'attaque terroriste suicidaire. Réagissant à des reportages de prétendus massacres à Jenin, des reportages tout à fait fausses, les manifestants occidentaux ont porté des faux vestes suicidaires pour montrer leur solidarité avec des combattants qui les visaient eux aussi. Ce fut, c'est toujours selon certains, le campagne de fake news le plus étendu et continu dans l'histoire du journalisme moderne. Mais les fake news allaient bien plus loin que de passer comme actualité les faux récits meurtriers de la propagande de guerre des Palestiniens. Elle participait aussi à la présentation de soi des Palestiniens, un camouflage dans la guerre cognitive produit pour duper les Occidentaux. Nous, disent les Palestiniens, sommes des résistants au colonialisme des Israéliens. Pour ainsi les présenter, la presse a dû effacer le plus possible les traces du djihadisme exterminateur. Un exemple parmi tant, le 13 octobre 2000, c'est-à-dire le jour après le fameux lynch de Ramallah,
un cheikh désigné par l'autorité palestinienne, pas du Hamas, prêcha, et ce fut repris à la télé, les Juifs sont les Juifs, que ce soit les travaillistes ou le Likoud, les Juifs sont les Juifs. Ils sont tous menteurs. Ils doivent être abattus, massacrés. Il est interdit d'y avoir de la miséricorde pour ces Juifs. Partout dans le monde où vous les trouvez, tuez-les et leurs alliés, c'est-à-dire les Occidentaux. Mais quand les Israéliens ont essayé d'expliquer que la violence inouïe de l'intifada ne venait pas de résistants fâchés par l'espoir déçu d'avoir un État à eux, de démocratie côte à côte, mais venait d'une incitation génocidaire, comme cette affaire, le New York Times publia un article qui ne citait qu'un cas d'incitation, celui cité en haut, mais en ne citant que les mots suivants. Les Juifs sont les Juifs, que ce soit travaillistes ou Likoud, les Juifs sont les Juifs, point à la ligne. Jusqu'à présent, peu de gens en Occident, et surtout les bien-pensants de la soi-disant gauche, qui ne lisent que Le Monde, le New York Times, The Guardian, etc., n'ont aucune idée du discours génocidaire inspiré directement par les nazis du leadership palestinien, que ce soit religieux, Hamas, ou laïque, entre guillemets, OLP. Ces faillites de la presse occidentale ont plusieurs sources sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'élaborer, mais il faut en tout cas souligner deux éléments principaux. Premièrement, le degré à laquelle les journalistes occidentaux étaient les cibles de menaces et violences de la part des djihadistes et en même temps nier toute intimidation. Anderlin est un très bon exemple. Deuxièmement, l'importance de cet élément de la guerre cognitive qualificateur, la gauche était bien à la dérive, mais le centre profondément confondu par leurs médias, malhonnêtes, se trouvait incapable d'y résister. Et alors ce journalisme de guerre meurtrier contre les Israéliens se développa et s'épanouit et devint un journalisme à but contre soi pour l'Occident en deux sens. D'un côté, il appliqua aux djihadistes qui attaquaient les autres démocraties du monde, ils appliquaient les mêmes renseignements faux qu'ils pratiquaient contre Israël, à commencer par le refus de reconnaître qui était l'ennemi. Après le 11 septembre, soudain, Reuters et BBC ont refusé de nommer les attaques le terrorisme. Quand en juillet 2005, Londres subit des attaques d'attentats suicidaires, le BBC a dû rappeler avec urgence ces journalistes de ne pas employer le mot terreur, surtout aux manchettes. 3. En fait, c'est toute la profession d'information qui fit faillite au XXIe siècle. Les chercheurs, les universitaires, les intellos publics, qui adapta un récit post-vérité à but contre soi. En fait, la belle phrase « le terroriste de l'un et le combattant de liberté de l'autre » fut le prétexte de se soumettre aux terroristes qui exigeaient qu'on ne les appelle pas des terroristes, malgré le fait qu'ils ciblaient des civils surtout. Et ce n'étaient pas que les journalistes. Les universitaires postcoloniales et les spécialistes, ce qu'on appelle en anglais Peace and Conflict Resolution Studies, études de paix et de résolution de conflits, ont insisté sur cette formule. Ainsi s'installa toute une gamme de soumission aux exigences des qualificateurs, de ne pas dire la vérité au sujet de leurs vraies croyances, leurs actes, leurs haines, y compris de l'Occident, leurs ambitions de conquête globale. Quand la soi-disant pacifiste Judith Butler étreint Hamas et Hezbollah, c'est envisageable
qu'elle n'avait aucune connaissance de leur tendance nazie. Ainsi, quand les musulmans, convertis soudain au mouvement des califators, ont commencé à égorger certains de leurs anciens amis juifs dans l'Occident, et je cite surtout pour les Français le premier cas que je connaisse, le cas de Sébastien Selam en 2003, assassiné par un voisin musulman schizophrène, mais inspiré par la nouvelle ambiance califator qu'il trouvait à la fois dans ses propres cercles religieux et dans les médias français. Je me souviens, en 2005, j'ai eu un conducteur de taxi de Maroc qui me disait je suis devenu antisémite en France. Au Maroc, on s'entendait bien avec les Juifs, mais ici, et j'ai dit quoi, vous écoutez la télévision de Hamas? Il dit non, les nouvelles françaises. Quand cela s'est passé, les Français n'avaient aucune idée que le combat s'étendait chez eux et leurs journalistes ont eux-mêmes brouillé la trace. Au lieu de la phrase de l'assassin en revenant chez lui, j'ai tué mon juif, on reporta, j'ai fait une bêtise. En général, les djihadistes ont fait leurs premières attaques en Occident contre les Juifs et les pays où cela se produisait, et surtout la France, ont cherché à tout prix à nier qu'ils avaient un problème antisémite. La négation de l'action des djihadistes au sein de la République et au sein de l'Union européenne, maintenant une nouvelle entité à frontières ouvertes et monnaie commune, donc très vulnérable, fut presque un principe des professionnels de l'information au XXIe siècle. Quand l'attaque de Londres le 7 juillet 2005 eut lieu, le chef député de la police de Londres affirma que en ce qui me concerne, l'islam et le terrorisme sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Propos repris intégralement par l'administration d'Obama. Lors des émeutes de l'automne Ramadan de 2005 en France, ce ne sont pas que les journalistes, mais des chercheurs du CNRS qui se précipitèrent pour surtout nier tout aspect islamique, en dépit du fait que les émeutiers criaient Allahu Akbar. Jusqu'à présent, nous sommes complètement mal informés sur ce qui nous fait face, surtout la relation intime entre les califateurs qui font la guerre kinésique, le djihad, et ceux qui font la guerre cognitive, dawa. On ne peut pas se battre si on ne voit pas l'ennemi. Et cette mauvaise lecture de ce qui s'est passé en 2000 ans d'Israël demeure au cœur de notre déroute cognitive. Au lieu d'y voir la première campagne du djihad global contre une démocratie, on a préféré y voir une insurrection contre l'impérialisme occidental, un combat de libération qui n'avait rien à voir avec des croyances religieuses et même millénaristes, génocidaires, qui reprenaient les espoirs des nazis au nom de l'islam et qui visaient l'Occident, Dar el-Harb, tout entier. À partir du moment qu'on adapte ce point de vue, il est interdit aux pays démocrates de comprendre ce à quoi ils font face. Quand Catherine Ney a déclaré que la mort du petit Mohamed, vous voyez ça? Catherine Ney a déclaré que la mort du petit Mohamed effaçait, remplaçait l'image du petit garçon juif dans la ghetto de Varsovie, et mis le sceau sur une vision inversée où les Israéliens sont les nouveaux nazis, les Palestiniens, les pauvres gens maltraités, les Juifs, les nouveaux Juifs, et non pas des djihadistes exterminateurs qui préparaient un sort semblable pour la bonne Catherine et tous ceux qui trouvaient du plaisir, du Schadenfreude dans ses paroles. Ainsi, bon gré, mal gré, les Français emballés
par ce symbole de libération de la honte de l'Holocauste, visionner tous les jours cette image sans se rendre compte qu'en même temps, il déferlait le drapeau du djihad devant ces musulmans français. Si les médias et les autres professionnels de l'information sont devenus des acteurs vassalisés des caliphators, cela a commencé sur la guerre cognitive que les Palestiniens ont conduit contre Israël. Ok, je vais sauter une section parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Que faire pour y voir clair? Premièrement, il faut d'abord connaître son ennemi, un mouvement apocalyptique millénariste qui cherche à créer dans cette génération un califat universel où tous les infidèles seront soit soumis, dhimis, soit convertis, soit morts. Ce n'est pas vrai que tous les musulmans, même des musulmans à tendance triomphaliste, partagent ces espoirs exorbitants. Mais c'est certain qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il n'y avait jusqu'en 2000. Si moi, j'étais musulman, je prendrais l'imbécilité de l'Occident comme signe d'Allah de m'engager dans la cause des caliphators. Deuxièmement, rechercher les liens et les formes de coopération entre caliphators qui font la guerre kinésique, le djihad, et ceux qui font la guerre cognitive, le dawa, et préparer des défenses contre les campagnes de guerre cognitive que les caliphators déploient contre nous. Il faut se familiariser avec le récit de guerre cognitive des caliphators construit pour duper, pour aveugler les infidèles. Que l'islam est par nature pacifique et modéré, il y en a des courants, une religion de paix dans le sens occidental et pas dans le sens islamiste de soumission, que le djihad veut dire surtout lutte intérieure, que les djihadistes ont détourné cette religion de paix et n'ont strictement rien à voir avec le vrai islam. Jusque-là, peut-être, ça pourrait se dire en bonne foi. Mais ceux qui insistent que si les infidèles posent trop de questions sur les liens entre l'islam et le djihad, voire les croyances apocalyptiques des caliphators, ils sont des islamophobes qui insultent tous les musulmans et s'ils ne se taisent, ils risquent de déclencher le djihad. On peut être presque certain qu'on a affaire dans ce cas à un guerrier cognitif. Comme l'a insisté le président Obama, 99,9% des musulmans rejettent cette notion presque médiévale de la guerre religieuse. Et ça, c'est un bon exemple de se faire duper par ce discours des caliphateurs. Je ne dis pas qu'Obama était un des caliphateurs, il y en a qui le disent, mais certainement, il en était dupe. Troisièmement, avec ces pensées en tête, il faut relire les derniers 20 ans, reconsidérer le pacte de reconsidérer votre lecture si hostile à Israël et sympathique aux pauvres Palestiniens et comprenez combien cela vous aveugle au présent. Il faut savoir que le ventre mou de l'Occident, the soft underbelly, par lequel les caliphators envahissent le plus facilement, c'est l'antipathie des Occidentaux envers les Juifs, surtout les Juifs autonomes qui résistent le djihad. Tout cela ne veut pas dire qu'on doit présumer que tout musulman est califateur, que l'islam est une religion essentiellement triomphaliste et militante, qui ne peut exister qu'en dégradant les infidèles, ni que Israël n'a pas tort. Mais cela veut dire qu'on n'est pas exigé de ne pas questionner le récit d'un islam essentiellement pacifique, ni d'accepter toute accusation contre Israël comme cri de cœur de bonne foi. Là, il faut revenir à Hollywood. Mais ne pas se méfier de l'islam, c'est une demande absurde
sur lequel aucun musulman de bonne foi pourrait insister. Si la phobie est une peur pathologique, c'est quoi le terme pour un manque pathologique de la peur? Merci. Wow. Merci beaucoup, Richard. Et merci d'abord pour l'effort en français. Je sais que ça coûte, mais vraiment, c'est toujours, à chaque fois que je t'entends, je suis impressionné par tout ce que tu mets dedans de force, de conviction et de travail. En t'écoutant, je retenais pour notre actualité, tu nous apportes quelque chose, c'est un angle de vue sur lequel on ne prête pas assez attention, qui est celui issu de ton propre travail et de ton patrimoine de connaissances, c'est ce mouvement millénariste. Alors, en effet, c'est une chose qui n'est pas assez pensée. Je pense qu'elle mérite d'être développée sur cette ligne-là et d'être pensée. Sur ce qu'il en est de la guerre cognitive, je retiens deux choses, indépendamment de la description que tu fais et à partir de la description que tu fais. D'abord, les médias devraient être une ligne de défense par le travail d'enquête, d'investigation, Oui. qui normalement est leur justification déontologique. Oui. Or, ils sont devenus le trou dans la défense. Exactement. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est un travail très important. La deuxième chose, c'est que on est assez halluciné quand je t'écoute parce que moi, je connais mieux dans mon travail ce qu'il en est des totalitarismes du XXe siècle, le nazisme, le fascisme et le stalinisme. Oui. Et c'est hallucinant comment c'est ignoré. C'est-à-dire comment ça n'a pas fait patrimoine de connaissances, la compréhension et la connaissance des modes opératoires des totalitarismes. Oui. Parce que si on avait cette connaissance-là, si nos leaders, nos intellectuels, comme tu dis, penseurs, chercheurs, responsables politiques, prenaient la mesure et étaient formés à la connaissance des modes opératoires du totalitarisme, ils ne pourraient pas ne pas identifier spontanément tout ce qui est analogique ou homologue de structure avec ce qui se produit dans ce dont tu parles de la guerre cognitive actuelle. Oui. Alors, je dois dire que c'est très intéressant. On parle dans les études millénaristes de cognitive dissonance, la dissonance cognitive, où les gens n'arrivent pas à reconnaître une vérité qui les gêne tellement dans leurs croyances qu'ils ne veulent pas lâcher, qui sont dans le déni. Et ce qui dans les cas apocalyptiques, quand la fin ne vient pas, cette dissonance cognitive devient une crise et débouche sur des solutions intéressantes. Ici, on ne se permet pas de voir ce qui est directement en face de nous. Une des choses que j'ai laissé de côté dans ma présentation, c'était une discussion du livre de Battue Orr qui s'appelle l'Urabia. C'est un livre qui décrit, et avec beaucoup de preuves à l'apport, une situation très difficile et pénible pour l'Europe. Et la réaction, c'était de dire c'est des théories de conspiration d'extrême droite et il faut, you have to ignore them. On peut pas prendre ça au sérieux. Et alors, en quelque sorte, c'est presque, il faut, alors moi je crois qu'il y a un bon élément, et là je reviens sur le livre comment il s'appelle, La soumission de Houellebecq. Houellebecq, c'est ça.
et qu'on a peur. Et certainement les journalistes ici, en Israël, ils ont peur des Palestiniens. Et je crois qu'on a peur, on ne veut pas avouer qu'on a peur, et donc on se trouve dans une situation où il faut vraiment dénier ce qui nous fait face pour maintenir notre sens d'intégrité personnelle. Je n'ai pas peur. Et je crois que c'est ce que Anderlin fait, je crois que c'est ce que la plupart des journalistes avec qui j'ai parlé, ils ne veulent pas, s'ils avouaient qu'ils ont écrit ce qu'ils ont écrit par peur, c'est la fin de leur réputation, mais au lieu d'être honnêtes, ils préfèrent mentir. Et je ne crois pas qu'ils se rendent compte du coût, du prix qui est exigé par cette négation. Si vous permettez, Gérard, d'abord un grand merci pour cette rencontre merveilleuse avec Richard Landes. Je suis époustouflé par ce que j'ai entendu. D'abord parce que c'est remarquablement bien exprimé et ça correspond tout à fait, mon cher Gérard, à ce dont nous parlons très souvent et que nous ressentons profondément, mais des mots sur lesquels nous n'arrivons pas toujours à mettre les bons mots pour pouvoir faire passer ce message. Alors, la première réflexion, c'est qu'une heure, ça ne suffit pas, que nous avons envie de prolonger la discussion. J'ai pour ma part pris un certain nombre de notes et j'aurai une vingtaine de questions à vous poser, ce qui nous conduirait très tard dans la journée, parce que j'imagine que chacune de vos réponses pourra susciter et générer encore d'autres questions, et puis que je ne suis pas seul sur le col, que beaucoup d'autres ont certainement des questions à poser, ce qui veut dire, mon cher Richard, que si vous en êtes d'accord, nous conviendrons avec vous d'un autre rendez-vous très rapidement, puisque nous préparons avec Sarah et Gérard un forum des ateliers républicains, c'est-à-dire une réunion plus importante qu'une réunion qui dure une heure. Nous l'espérons même d'ailleurs en présentiel pour tous ceux qui pourront nous rejoindre. Ce sera dans le courant du mois de juin, dès que les restrictions sanitaires seront plus sûrement levées. Donc déjà, prendre date très rapidement pour d'autres discussions. Comme vous êtes un bon parleur en anglais, puisque c'est votre langue maternelle, également vous inviter à participer à un call avec notre organisation internationale et avec nos amis américains qui a lieu tous les lundis. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que lundi prochain, nous aurons Bernard-Henri Lévy qui s'exprimera notamment… Ah oui, j'ai déjà signé pour ça. Voilà, je suis enregistré. L'affaire Aligny. Et puis alors, peut-être une question pour vous donner la possibilité de conclure, parce que l'heure est arrivée. Une question qui va certainement nécessiter beaucoup plus de débat, mais à laquelle je vais vous demander de répondre en quelques minutes, ne serait-ce que pour amorcer d'autres discussions que nous aurons. Une question sur l'idéologie woke. Est-ce que l'idéologie woke, c'est déjà ou encore ou la prolongation de cette fameuse guerre cognitive que les Occidentaux se sont appropriés pour la traduire dans un langage que les Occidentaux peuvent comprendre? Première question sur le woke. Deuxième question, est-ce que finalement, par exemple, le rapport de Human Rights Watch sur Israël, État apartheid, comme les résolutions des Nations Unies, comme la condamnation, ou en tout cas la décision de la Cour pénale internationale de se saisir du dossier sur Israël, est-ce que tout ça n'est pas aussi la guerre cognitive portée dans les grandes arènes internationales? Et en vous ayant posé ces deux questions, je pense que je vous ai donné assez d'éléments pour vous permettre de nous répondre et de conclure, et de laisser ensuite Gérard et Sarah nous dire quel sera notre prochain rendez-vous pour les ateliers républicains, dont s'en remercie bien sûr tous ceux qui participent à cette réunion, et en vous disant que si vous avez le texte de votre intervention, on est preneur. Je l'ai. Il y aura un replay que nous allons largement partager et inciter nos amis d'Elnet à le voir, et puis surtout les parlementaires. Les parlementaires ont besoin d'entendre ce genre de discours parce qu'il leur manque cette formation essentielle pour comprendre les mécanismes intellectuels, sociaux, psychologiques qui sont à l'œuvre dans notre monde. Alors, mon cher Richard, si vous voulez bien répondre déjà à ces deux petites questions que je vous les ai lancées comme une sorte de main tendue pour votre conclusion. Et puis, nous aurons bien sûr d'autres occasions de continuer cette conversation. Ok. Alors, au sujet la deuxième chose,
HRW, l'ONU, etc., c'est les forums essentiels de la guerre cognitive. Et ce qui est intéressant chez HRW, Human Rights Watch, c'est que le chef est juif. Plusieurs des gens tout à fait en haut de cette organisation sont juifs et qu'il poursuit vraiment la bride dans les dents, la destruction d'Israël, tout en se pensant des grands âmes autocritiques de leur propre peuple, etc. C'est un élément des plus sinistres et difficiles à comprendre de tout ce problème de guerre cognitive contre l'Occident. Et il faut dire qu'aux États-Unis, les alt-right et les gens de l'extrême droite qui ont des théories de conspiration au sujet des Juifs, souvent les basent sur les actions des Juifs qui poussent l'immigration, qui ont toutes ces idées et qui en fait affaiblissent l'Occident. Alors, ils ont tort que c'est les Juifs qui le font, mais c'est des Juifs qui le font. Quant à woke, ça c'est compliqué. Je suis en train de décider ce que je vais faire dans le dernier chapitre de mon livre que je dois envoyer bientôt à l'éditeur sur ce sujet, le tournant du 21e siècle. Ce que je dirais, c'est que le woke a pris beaucoup de leçons de la part des Palestiniens. Il y a des parallèles extraordinaires. À ce moment, je suis en train de travailler sur les origines dans surtout les cercles universitaires aux États-Unis de ce qu'on appelle cancel culture. Alors, si on parle avec les gens les Américains qui poursuivent ces sujets, le cancel culture, c'est assez récent et c'est surtout dans le cadre ou des questions féministes ou dans les questions de le Me Too Movement ou dans le cadre de racisme. Mais en fait, je crois que les premiers victimes de cancel culture ont été les universitaires juifs aux États-Unis quand cette attitude a été importée du Proche-Orient où ça règne, le cancel culture, c'est partout dans le monde arabe, musulman. Ça a été importé par Edward Said au début de 1980-90 et c'est venu d'une culture où il n'y avait pas d'universitaires juifs, dans une culture où il y en avait plein, et pendant une bonne vingtaine d'années, et surtout après l'an 2000, on a eu un succès énorme à déplacer et marginaliser les voix des Juifs et surtout des zionistes. Merci. Merci beaucoup, Richard. Merci. Gérard, Sarah, à vous pour la conclusion. Prochain rendez-vous et... Merci à tous d'avoir participé. Alors, le prochain rendez-vous aura lieu le 9 juin prochain avec Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et président de l'Institut européen en sciences des religions. Voilà, et il est l'auteur de plusieurs essais et il a publié chez Gallimard en novembre 2020 Ce grand dérangement, l'immigration en face, et ça sera autour de ce thème qu'il va nous entretenir, qu'il va faire cette conférence. Bien, merci à tous. Et pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, rendez-vous lundi 10, 18h sur Zoom. Vous aurez les informations par mail, comme vous avez eu les informations pour cette réunion. 18h30, Arié. 18h30, pardon, excusez-moi. 18h30 avec Bernard-Henri Lévy et nous parlerons de l'affaire Halimi, peut-être un peu comme nous avons parlé il y a longtemps et comme nous parlons encore de l'affaire Dreyfus. Je ne veux pas établir de parallèle, mais c'est déjà pour vous donner envie de nous rejoindre et de venir participer aussi à cette conférence. Une très belle semaine et une bonne journée à tous.